On parle maintenant histoire en Afrique avec notre invitée Meriem Kokaina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous travaillez sur de la littérature répertoriée sur le site Au pays du Baobab qui s'intéresse à la littérature, à l'histoire africaine. Mais vous êtes aussi créatrice de contenu. Vous prolongez vos ambitions sur YouTube avec, je vous cite, la promesse de raconter l'Afrique comme on ne vous l'a presque jamais raconté. Votre chaîne s'appelle SANU African Narrative, c'est ça, hein? Exactement. Alors j'ai d'abord envie de vous demander, quelle a été votre motivation première dans cette démarche? Alors, quand on travaille sur les récits africains, il y a quand même un constat qu'on fait qu'il y a une prépondérance de vision extérieure sur les réalités, les dynamiques africaines. Et finalement, pour moi, le livre, le roman africain, l'auteur africain a été une manière pour moi un petit peu de recomprendre quelles étaient les réelles histoires, les réelles dynamiques, comme je le disais. Donc, c'est un petit peu un fil rouge que j'ai choisi pour mieux comprendre cette histoire africaine. Et au fur et à mesure, elle m'a amené à créer du contenu, à aussi avoir une vision un peu différente sur mon métier de journaliste. Et aujourd'hui, effectivement, après Au pays du Baobab qui sévit depuis déjà quelques années, l'ambition grandit de vouloir un peu sortir les mots de leur page et de leur donner un visage à travers des histoires qui sont un peu contées à travers le format du documentaire. Alors j'ai dit que vous êtes journaliste, fabriquer cette vidéo, c'est par exemple recouper les sources, vérifier la fiabilité, reconstituer les récits fragmentés, c'est beaucoup de travail. Oui. Dites-nous plus en détail, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre méthodologie? Alors, comme je le disais, moi, en tant que journaliste et même en tant que personne qui s'intéresse à un sujet, la source est quelque chose de fondamental. Donc, on ne peut pas juste partir du principe que quelque chose existe et donc c'est une vérité. Donc, pour moi, le livre, c'est une source quand même très intéressante et fondamentale. Et après, je la croise aussi, parce que c'est pas parce qu'un livre dit quelque chose que c'est une vérité. Donc je la croise avec d'autres sources et finalement on trouve qu'il y a des points de similitude et on considère que au vu de l'addition de sources qui disent plus ou moins la même chose, on va essayer de travailler, de raconter une histoire qu'on considère assez véridique par rapport à un sujet. Et après, il y a la manière de monter un documentaire. Il y a mille et une façons de monter un documentaire. Donc il y a une réalité après de la représentation des imaginaires et des images africaines. On est un peu limité. Donc c'est pour ça que j'ai alterné entre moi en voix off qui raconte tout un récit et puis des images qui sont aussi générées par l'intelligence artificielle et des images de terrain parce qu'une partie de ce documentaire... vous mettez en scène aussi, oui. Exactement. Une partie de ce documentaire a été tournée à Tanger parce qu'un des explorateurs qui est un petit peu décrit est Ibn Battuta et bien sûr il est né dans ce pays-là et dans cette ville. Justement, parlons de lui. Rappelez-nous en quelques mots qui il était. Ibn Battuta, c'est un des plus grands voyageurs des temps. Il a parcouru plus de 100 000 kilomètres, il a parcouru le monde entier. Concernant l'Afrique, il a fait l'Afrique de l'Ouest, mais il est parti jusqu'aux côtes Swahili. Et disons qu'à cette époque-là, Ibn Battuta, comme beaucoup de voyageurs et d'érudits musulmans, voyage à travers le monde pour essayer de confirmer que l'islam était une religion universelle et quelles que soient en fait les réalités culturelles de l'endroit dans lequel... siècle, hein, Exactement. Oui. Donc c'est pour ça qu'il voyageait autant, pour essayer de voir en quoi l'islam, au-delà des différences culturelles, était une religion qui pouvait se diffuser un peu partout dans le monde. Donc il y a eu lui, il y en a eu d'autres, et lui du coup a écrit un livre qui s'appelle La Rihla en plusieurs tomes, et le dernier est consacré justement à l'Afrique de l'Ouest. Oui, alors justement, son voyage vers le grand empire du Mali, pourquoi ce voyage a changé notamment son rapport à l'islam? Encore une fois, je pense que c'est cette manière de voir la religion, mais dans un autre contexte culturel. Quand il est arrivé... notamment vis-à-vis des femmes. Oui, notamment des femmes, il a été vraiment surpris de voir des femmes autant libres dans leur espace, dans leur manière de se vêtir et dans leur rapport aux hommes. Et pour lui, c'était quelque chose de nouveau. Donc il le décrit, voilà, ça le surprend. Mais après, je pense qu'au fur et à mesure, on se fait à la différence et c'est ça qui est intéressant. On parlait des femmes, un mot d'Amani Renas, reine de Couche, que vous évoquez aussi dans cette vidéo. Tout à fait. Une guerrière dans un monde pharaonique, je veux dire. C'est disruptif? Évidemment, parce que c'est une reine borne, donc un œil lui manquait, donc on voit très bien la femme guerrière qui sort aussi du cliché tout simplement de la femme, au-delà de la femme africaine qui est combative, qui défend son héritage, qui défend son territoire et qui mène des négociations avec des territoires qui sont extra-africains, et c'est ça qui est intéressant. Et ce récit des explorateurs, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là et pas un autre? Parce qu'il nous ramène une histoire qui est complètement disruptive par rapport à l'Afrique. Quand on pense au continent,
Quand vous allez sur Google, vous écrivez les explorateurs africains, vous allez trouver des explorateurs occidentaux qui ont, soi-disant, découvert l'Afrique. Et donc, avec vous voulez changer l'algorithme? Mais bien sûr. Et je l'ai changé parce que sachez que maintenant, les explorateurs africains, le papier que j'ai écrit est en recherche en deuxième loin sur Google. Et ça, c'est une très grande fierté que j'ai d'ailleurs. Vous l'avez évoqué, vous avez aussi eu recours à l'intelligence artificielle. Alors l'IA n'est pas toujours bien perçue, il peut y avoir des méfiances. Est-ce que vous ne craignez pas de créer une rupture générationnelle? Alors en sous-texte, la question, à qui vous adressez-vous prioritairement? Je m'adresse à toute personne qui est curieuse déjà des nouveaux récits africains, des récits africains portés par les Africains. L'intelligence artificielle, effectivement, c'est un sujet qui fait débat parce qu'on a très peur de l'avancée très rapide. Je pense que c'est ce qui fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est que ça va tellement vite, plus vite même qu'on pourrait l'imaginer. Oui. Et donc, ça peut créer effectivement des contenus qui doivent être vérifiés, des histoires qui sont fausses. Mais ce n'est pas du tout le cas dans ce contexte-là parce qu'il fait image de choses qui sont déjà écrites, déjà expliquées. Donc, moi, quand je parle d'un sujet dans le documentaire, ça vient juste donner une image par rapport à ce que je dis. Donc, c'est pas une question de donner une vérité ou pas, c'est juste de donner une image à l'imaginaire. Et je pense qu'on a besoin de représentation, on a besoin de ce genre. On n'a plus beaucoup de temps. D'un mot, quelles sont la prochaine thématique, Histoire de la pensée africaine, de la philosophie égyptienne aux études postcoloniales. Alors, ça sera à suivre disponible sur YouTube, sur votre chaîne SANU African Narrative. Merci Myriam Kokaina d'être passée par notre journal sur TV5 Monde.